On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Vincent Hervouet est toujours là, Nicolas Bavrez, Geoffroy Lejeune, Éric Revel aussi. Et on accueille Nathalie Chuc. Bonsoir. Bonsoir. En reporter au point. Vous publiez ce livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les naufrageurs. Comment ils ont tué la politique. Ça rejoint vraiment ce que j'ai dit dans mon petit sommaire au début de l'émission, que les Français sont désabusés, qu'ils ne croient plus en la parole politique et surtout ils ne croient plus au fait que la politique peut changer leur vie. C'est le constat que vous avez dressé dans ces livres. Vous commencez en disant quelque chose qui me fait rire, qui est une confession d'un ministre. Ce qui nous pose au nez, dit-il, c'est d'être vus comme des pantins qui s'agitent et qui ont moins de pouvoir que Cyril Hanouna. C'est clair, et c'est pas un Ils ont de moins en moins de pouvoir, les politiques. C'est le sentiment qu'ils ont, et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une partie de nos concitoyens qui se détournent des urnes. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 8 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales, qui ne se sont pas déplacés ni aux deux tours de la présidentielle, ni aux deux tours des dernières législatives. C'est quand même massif, ça dit quelque chose. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un sentiment que la politique ne peut plus changer la vie. Voilà, un sentiment d'impuissance des politiques. Au fond, ils sont regardés comme de simples mortels, comme nous, qui ne peuvent plus rien. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est un affaissement de la classe politique. Enfin, tout se conjugue aujourd'hui pour arriver à une situation où il y a un désinvestissement massif de la vie de la cité. Il y a un de ceux que vous interviewez qui dit même la fonction politique est dévaluée. Un député aujourd'hui, c'est entre le dealer et la prostituée. Alors, je sens que ça va faire rire Vincent Hervouet, mais c'est vraiment comme ça qu'ils se vivent. C'est grave. Comme ça, qu'ils fassent autre chose. C'est Thierry Mariani, député RN, eurodéputé RN, ancien proche de Nicolas Sarkozy, qui le dit, et qui le dit avec une espèce de tranquillité froide, en disant, après, les journalistes, on peut balayer devant notre porte, je pense qu'on est à peu près au même niveau que les huissiers de justice, mais les politiques se vivent comme tels. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont une image détestable, mais ils sont hyper lucides. Voilà, ils savent très bien qu'ils ont une image détestable et tous, ils sont conscients qu'à un moment, il va falloir sortir les pièces du moteur, regarder ce qui se passe, que sinon, ça va nous exploser la tronche. D'accord. Et ça pendant les deux quinquennats, enfin le premier quinquennat et le deuxième qui est en cours d'Emmanuel Macron, régulièrement, ça a pété. Ça commence aux Gilets jaunes, vous dites. Hein. Il y a une rupture qui se fait à partir de là. Alors, en tout cas, sous Nicolas Sarkozy, parce que si on remonte... les Gilets jaunes, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Emmanuel Macron. Si on remonte un peu, on peut presque dire que il y a eu une trahison fondamentale de l'électorat, c'est 2005. Voilà, le référendum sur la Constitution européenne, qui les Français répondent non, et au final, on a quand même le traité de Lisbonne qui contient toutes les dispositions de ce référendum, mais dans le désordre. Alors là, j'ai eu Laurent Fabius qui militait à l'époque pour le non au sein du Parti socialiste, qui me dit, en fait, on a récupéré au grattage ce qu'on n'avait pas eu au tirage. Donc, pour les Français, ça a vraiment été une césure super importante. Il y a toutes les promesses non tenues je parle à un moment, il y a un chapitre qui s'appelle le complexe de Superman, où tous les politiques, tous les 5 ans, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on a l'impression qu'on traverse une espèce d'épopée, où on va élire un héros, un nouveau monarque, qui va aller guérir les écrouelles et tout changer, tout promettre. Et d'ailleurs, même les politiques le disent. Emmanuel Macron s'est fait élire sur une promesse, son livre de campagne, c'était « Révolution ». Quand même, alors même que tous les hommes politiques qui aspirent à cette fonction savent qu'ils peuvent changer des choses, mais pas tant que ça. Emmanuelle Mignon, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, le dit très bien, un président peut changer des choses, mais pas beaucoup de choses. Il n'a plus que 5 ans pour le faire. Nathalie Chuc, on va écouter quelques Français qu'on a interrogés précisément sur est-ce que vous pensez que les politiques peuvent encore changer la vie ? Écoutez leurs réponses, c'est très instructif. Je ne peux pas dire que je n'ai pas du tout confiance, mais je ne peux pas accorder 100% de ma confiance à quelqu'un que je ne connais pas. Non, pas du tout. C'est que leurs intérêts personnels, ils ne prennent pas en compte les intérêts des Français. Je pense qu'il y a quand même des personnes valeureuses qui ont un engagement sincère et qui donnent du temps au quotidien pour nous. Je ne peux pas faire autrement. Alors je fais confiance, mais je vois qu'on n'avance pas beaucoup. Hein. Souvent ils disent des choses, mais ils ne les font pas. Ils ont beaucoup de mal à dire quand ils font des erreurs. Quand c'est bien, mais quand on fait une erreur, il faut le dire, c'est pas grave. La société fait qu'ils n'ont plus beaucoup de pouvoir maintenant, donc c'est ce que je pense. L'actualité le prouve. Voilà, l'actualité le prouve, ils n'ont plus beaucoup de pouvoir, Geoffroy Lejeune. Ça vous interpelle ce que dit Nathalie Chuc ? Énormément, moi c'est un sujet j'ai été journaliste politique quand même un petit moment et je l'ai ressenti exactement pareil. Juste une question à vous poser. À votre avis, quelle est notre responsabilité à nous journalistes dans l'affaiblissement global des politiques ? Striffez-nous la poitrine. C'est une très très bonne question, mais évidemment on fait partie de cet écosystème. On est presque en forme de symbiose, c'est-à-dire les politiques et les journalistes, on fonctionne les uns avec les autres. En alimentant
les petites phrases, en regardant la politique systématiquement par le petit bout de la lorgnette, en s'intéressant souvent à des sujets qui n'intéressent pas les gens. Laurent Fabius, encore lui, dit une chose hyper intéressante dans le livre, mais ça paraît, je vais enfoncer une porte ouverte. Il dit, mais en fait, quand vous regardez l'ordre protocolaire ministériel, aujourd'hui, un grand ministre, c'est quoi ? C'est un ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre de l'économie, c'est les ministres régaliens de l'intérieur, de la défense. C'est hyper important. Le ministre du logement. Aujourd'hui, il y a une crise du logement massive en France, qui a été considérablement accélérée sous ce quinquennat et le précédent. Le ministre du logement, il est où ? C'est le dernier dans l'ordre protocolaire. Les journalistes, on a cette responsabilité aussi où on ne se préoccupe pas tellement des préoccupations quotidiennes des Français, le logement, le pouvoir d'achat, la vie quotidienne, comment boucler... La sécurité, on en parle. Mais pas... Alors, on en parle, oui, ça, sécurité, question migratoire, on en parle énormément. Est-ce qu'on parle des sujets du quotidien, comment boucler les fins de mois ? Peut-être pas assez. Parfois, on privilégie trop des sujets. Mais nous, journalistes politiques particulièrement. Vincent, moi, je vous vois dodeliner, là. Encore une fois, la tête. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que le référendum 2005 soit vraiment la fracture dont tout le monde parle. C'est une des fractures. Parce après tout, Nicolas Sarkozy avait annoncé la couleur en faisant sa campagne, et ça n'a pas été une surprise. Il y a un autre référendum dont personne ne parle, qui pour moi a été une véritable faute politique. En plus, il était étayé sur un nombre invraisemblable de décisions judiciaires, il y en avait plus d'une centaine. C'est Notre-Dame-des-Landes, où le pouvoir a reculé. J'en parle aussi. En race campagne, devant quelques dizaines d'excités. Ça a été d'une lâcheté exemplaire, et on a enterré un projet qui était porté dans la région nantaise depuis plus de 40 ans, qui a été enterré d'un coup d'un seul. C'est la lâcheté éminente du gouvernement de l'époque. J'en parle tout à fait. Éric Revel ? Et après Nicolas Bavrez. Il y a la fracture sur laquelle Jacques Chirac a fait sa campagne, précisément. La fracture sociale. La fracture sociale, qui n'a jamais été réduite, avec quand même un espèce de quiproquo politique permanent. Vous avez François Mitterrand qui arrive au pouvoir, qui nomme des ministres communistes, il fait un programme de gauche pendant 2 ans, et ensuite il fait une politique économique de droite. Et un Jacques Chirac qui est un président élu de droite, mais qui est un radical socialiste en réalité, et qui fait en fait... pas grand-chose, ou quasiment l'inverse de ce qu'il avait promis à l'époque d'un RPR dur, etc. Donc en fait, les Français, ils en ont ras-le-bol pour une raison très simple, c'est que non seulement on les trompe sur la marchandise, si j'ose dire, mais en plus, ça ne résout pas leurs problèmes quotidiens. Parce que la crise du logement dont vous parlez, on en parle très rarement, sauf parfois ici, Jean Laurence, mais je regardais, il y a une étude qui est sortie hier. Merci Eric, vous reviendrez. 400 000, il nous faut 400 000 logements par an d'ici 2030, conclut une étude d'organismes sérieux. 400 000. On en est à 290 000, ça veut dire qu'on a moins 60 000 par an. Et vous avez 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social en France. Ça concerne les Français. Alors, au-delà du symbole d'un ministre protocolairement qui est dans les bas-fonds... Mais ça dit quelque chose quand même. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Pendant 3 semaines, on n'a pas eu de ministre du logement. Oui, bien sûr. Ça montre bien que ce n'est pas une super priorité. Bien sûr, mais vous savez ce qu'on dit à l'Élysée sur la question du logement, c'est que une bonne petite crise, ça va remettre les promoteurs... Non, mais c'est ça aussi. Il y a un plan qui a été... Le cynisme est à un niveau mais je vous assure, là, il y a un plan 2023-2027 qui s'appelle l'habitat d'abord, ou je ne sais pas trop quoi, mais en fait, la crise, elle est extrêmement profonde. Les promoteurs sont en train de virer du monde. Il y a plus de foncier. Il y a des normes environnementales qui s'empilent. Et il y a des Français qui veulent se loger. Et en plus, on s'était dit, parce qu'on est super fort, on s'était dit avec l'effondrement de la démographie, dont on ne peut pas se réjouir en France, on aura besoin de moins de logements. Mais justement, non. Parce que le vieillissement, les couples monoparentaux, voire les divorces, fait qu'au contraire, il y a une demande de logement supérieur. Et on n'a rien prévu, vous voyez. Donc peut-être le nombre de jeunes qui vivent encore chez leurs parents dans les Alors peut-être que quand le président de la République va revenir de Nouvelle-Calédonie, il pourra urgemment s'occuper du logement. Nicolas Bavrez, qu'est-ce que ça vous inspire, le titre du livre, Les naufrageurs de Nathalie Fuit? Alors, ils ont tué la politique. Pour rappeler que cette crise, elle n'est pas propre à la France, c'est-à-dire qu'elle touche toutes les démocraties. Il y a eu le choc de la mondialisation, l'explosion des inégalités, le capitalisme de bulle, les réseaux sociaux, cette espèce de fragmentation, et ça a donné la vague populiste partout. Mais là où je pense que de fait, il y a quand même une exception française, c'est lié au fait que chez nous, la nation s'est construite autour de l'État. Et là, on a 2 problèmes et qui ont été vraiment poussés à l'extrême par Emmanuel Macron. Le premier, c'est le problème des institutions. Normalement, la Ve République, elle est faite pour gérer les chocs et les crises. Elle n'est pas très libérale, mais normalement,
c'est fait pour assurer... Et elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle était un militaire très intelligent. Il savait que la stratégie se fait à l'Élysée, l'opératif à Matignon, le tactique dans les ministères. Il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de Premier ministre. Il y a un président de la République, on le voit encore en Nouvelle-Calédonie, qui veut tout faire. Du coup, plus rien ne marche. Et la deuxième chose, c'est que, ce qui a été dit, comment est-ce qu'un État qui mobilise 58% du PIB arrive à être incapable de délivrer l'éducation, la santé, les transports, le logement, la police et la justice. Ça, c'est quand même un vrai problème français. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce livre est d'autant plus important et urgent qu'il y a des endroits où la politique fonctionne et qu'on n'est pas dans une période facile. Où ça, Nicolas Davresse ? Dites-nous un exemple. Monsieur Poutine en Russie, Monsieur Xi Jinping en Chine, Monsieur Erdogan. Non, mais il y a une politique. Il y a une politique qui agit dans le monde. Il y a une politique et qui explique ce qu'elle veut faire, construire un monde post-occidental et post-liberté et post-démocratique. Et on est tout simplement en train, parce que ce qui va avec cet effondrement, chez nous, c'est vraiment un déni systématique sur tout ce qui se passe et dans l'économie, et dans la société, et dans le monde. Et c'est vrai qu'on leur laisse le champ libre. Et donc, ces hommes forts, et il y en a, y compris, parce que c'est vraiment pas ma sympathie, mais si on prend Orban en Hongrie, la politique en Hongrie, plutôt pour le pire, mais elle existe. Je cite dans le livre notamment Jean-François Copé, qu'on l'apprécie ou pas, mais qui est quelqu'un qui connaît bien l'histoire, vraiment, et qui dit la démocratie, elle est mortelle. La démocratie, c'est une construction, c'est la dictature qui est naturelle. Donc c'est intéressant. Et en fait, chaque quinquennat, chaque mandat présidentiel a contribué à faire des petits trous dans la coque, comme vous le dites très bien, au niveau des institutions. En fait, petit à petit, par populisme ou par volonté de plaire au peuple, qui a toujours tendance à regarder les politiques comme trop bien payés, trop riches, etc., on a atténué les pouvoirs, en fait. D'une certaine façon, c'est André Santini qui dit on nous a émasculés, on s'est émasculé tout seul, en fait. On a perdu une partie de nos pouvoirs. Quand vous demandez au président de faire en 5 ans ce qu'il devait faire avant en 7 ans, ça se complique. Quand vous inversez le calendrier, alors là, vous vous retrouvez avec la situation qu'on a aujourd'hui, plus une majorité. Quand vous supprimez, c'est un vrai débat, le cumul des mandats, quand vous l'interdisez, vous vous retrouvez avec toute une partie de députés qui sont des députés TikTok, pardon de le dire comme ça, qui n'ont plus de lien aujourd'hui avec leurs administrés. Quand vous imposez une transparence absolue sur le patrimoine des ministres, vous encouragez un voyeurisme absolu. C'est-à-dire qu'on a nourri le démon de la jalousie qui est très français. On a toujours un petit peu de mal avec ceux qui réussissent. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup avancé la démocratie. En tout cas, le livre est passionnant. Et il décrit vraiment cette espèce de basculement qu'on est en train de vivre avec cette parole politique et démonétisée et qu'on vit tous les jours, évidemment, à travers l'actualité. Merci Nathalie Chuc. Les naufrageurs, comment ils ont tué la politique, aux éditions Robert Laffont. Merci Éric Revel, Geoffroy Lejeune, Nicolas Davresse. Votre livre, c'est Démocratie contre empire autoritaire. Et Vincent Hervouet, évidemment. Revenez la semaine prochaine, mon cher Vincent.